À la une de l'actualité, le match Pierrotin qui a officiellement commencé ce matin. Pour les candidats à la mairie, c'est l'heure de la course. Les adversaires de Raphaël Martine espèrent surtout s'appuyer sur les irrégularités de l'élection précédente pour évincer le maire sortant. Pire que top départ, grève du carburant. Voilà la phrase la plus redoutée par les Martiniquais. À peine prononcée, tout le monde accourt vers les stations. Mais si vous pensez que cela fait les affaires des stations, eh bien vous vous trompez. C'est un chemin qui n'a pas fini de cristalliser les tensions au quartier Beauregard. Si sa propriété fait déjà débat entre les voisins, son entretien attise encore davantage la colère des uns et des autres. Enfin, harcèlement moral, procédure abusive, menaces et intimidation, ce n'est pas le nom d'un polar, mais les premiers mots d'un communiqué du syndicat de la police. Elle dénonce une tension extrême au service de police aux frontières sur le port. On en parlera avec notre invité Claude Coppel, secrétaire départemental de l'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On prend les mêmes et on recommence à Saint-Pierre. La campagne pour l'élection municipale a été officiellement lancée ce matin. Pour les 3 candidats en lice, c'est donc le début d'un long marathon, meeting, porte-à-porte, rencontres en tout genre. Un air de déjà-vu qui ravit les opposants au maire sortant, Raphaël Martine. Christian Raffa et Eliane Sesto-Gustave n'ont qu'un seul objectif, éjecter leur adversaire commun. Et pour cela, ils comptent bien s'appuyer sur les irrégularités qui ont conduit à cette nouvelle élection. Le reportage d'Hélène Renaud avec Volana Razafi-Manansoa. Le traditionnel porte-à-porte se transforme en champ de bataille. C'est pas possible ça. Les militants du maire sortant Raphaël Martine venus marquer leur présence font face au camp de Christian Raffa, tête de liste du parti régionaliste martiniquais. C'est leur façon de faire de la politique à Saint-Pierre. C'est-à-dire, ils ne s'adressent pas à la population, ils s'adressent à nous. La guerre est déclarée, mais pas de quoi intimider le vieil opposant du maire sortant. Sa ligne d'attaque, les irrégularités à l'origine de l'annulation du scrutin de l'année dernière. C'est l'épisode de trop qui a démontré aux Pierrotins qu'effectivement ces personnes n'avaient pas leur place à la tête d'une ville. Le Pierrotin, au fond, n'a pas vu de changement profond de sa vie depuis 14 ans que cette équipe est au pouvoir. Je ne pense pas que c'est un combat facile. C'est un combat juste, c'est un combat que nous abordons avec détermination et si nous gagnons, ce ne sera pas uniquement parce que ce sont des fraudeurs. Du côté de Raphaël Martine, on rejette en bloc les accusations d'irrégularités électorales. La stratégie, défendre le bilan du maire après 14 années de mandature. Suite à l'annulation des élections, nous repartons à la bataille pour bien sûr défendre notre victoire. Je crois que les Pierrotins méritent du respect et je pense qu'aucune opposition, aucun tribunal ne peut contredire la décision populaire. Pour les Pierrotins, au-delà des querelles entre adversaires, l'heure est au changement. La ville ne change pas assez. Il n'y a pas assez de trucs pour les gens ici, pour les jeunes ici d'abord. L'argent qu'on met pour mettre des totems dehors, tout ça, qu'ils prennent pour essayer de faire un petit peu plus de ranger la ville, ranger les trottoirs, parce que parfois, tu vois, c'est très haut, il y a des gens qui tombent, ça mérite d'être rangé. Peu importe, que ce soit celui qui était déjà là ou celui qui vient, mais qu'il le fasse. La bataille est aussi lancée pour la 3e candidate qui joue le rôle de l'outsider assumé face aux caméras des émissions politiques. Eliane Sesto-Gustave, dont la liste est investie par le parti progressiste martiniquais, veut changer la donne face à ses 2 adversaires. À l'aube de l'Assemblée unique, il faut vraiment que Saint-Pierre retrouve sa place. Donc si les 2 candidats pendant 14 ans n'ont pas donné à Saint-Pierre cette place qu'elle méritait, je pense que notre liste, avec le potentiel, avec les spécialistes, toutes les personnes qui la composent, permettront à Saint-Pierre de repartir. Tout va se jouer pour les 3 têtes de liste lors du premier tour ce 22 mars, un scrutin très attendu par les 4400 Pierrotins. Et qu'on suivra bien sûr très attentivement sur ATV. Ouvrons à présent un volet social avec le mouvement des animatrices scolaires qui continue à Fort-de-France. Ce matin, leurs employeurs, leurs syndicats CGTM et la mairie de Fort-de-France se sont rassemblés pour trouver des solutions. En marge de cette réunion, une 50aine d'animatrices s'est mobilisée à l'espace Zaré à Dillon. Vous voyez plutôt ces quelques images, écoutez-les d'ailleurs également. Dans un instant, je vous propose de les écouter, interrogées par Isabelle Ferrière. Principalement, ce que nous voulons, c'est déjà discuter d'un salaire fixe, avoir des frais de transport, bénéficier de formations adaptées. Nous aurions aimé que par rapport à l'ensemble des points que nous revendiquons, qu'il y ait une base commune à l'ensemble des associations.
Donc il n'est pas normal que chaque association joue à qui mieux. Donc si nous avons une base pour tout le monde, on pourra dire déjà ouf. Mais s'il n'y a pas de base, la situation sera bloquée. Une animatrice, c'est quand même un travail assez difficile. Donc lors des heures de cours, les professeurs, eux, ils ont des avertis avec eux. Et nous, les animatrices, lors de l'interclasse, nous sommes seuls avec ces enfants difficiles. Donc du coup, nous sommes avec un travail super difficile. Le plus difficile pour nous au quotidien, c'est que le travail qu'on fait, le salaire ne correspond pas. Par animatrice, il doit avoir chez nous, dans les 21 enfants, ce n'est pas évident. Et d'autres endroits, un peu plus. Et quand on tombe sur des enfants en difficulté, ce n'est pas évident. Et puisqu'on parle de grève, les grèves, justement, c'est l'épineux problème de la Martinique, plus encore celle qui concerne le carburant. Traumatisé par les pannes sèches, la plupart d'entre nous se jettent littéralement sur les stations-service à la moindre rumeur de grève. Des réactions qui sont presque devenues un sport local, mais qui n'arrangent pas les gérants de stations-service et leurs employés. Chaque fois qu'un bruit court sur une éventuelle mobilisation, ils doivent faire face à une soudaine affluence des clients. Et contrairement aux idées reçues, ces périodes troublées n'arrangent pas du tout leur chiffre d'affaires. Guillaume Bacoul. Des stations désertes, faute de carburant, quand d'autres, encore approvisionnés, subissent les assauts des automobilistes. Voilà le bilan d'un nouveau week-end de panique où les consommateurs affolés par des SMS et autres messages de mauvais augure ont pris d'assaut les stations sans raison valable. Pourtant habitué, le consommateur martiniquais semble ne pouvoir se résoudre à faire fi de la rumeur. Je viens juste d'apprendre par ma fille qui habite dans la rue qu'il y a une grève de carburant. Parce qu'elle a eu un message sur son portable, un avis. Apparemment, c'est un avis officiel. Depuis entendu, il y a trop de grève, donc je me suis un peu dépêché. Oui, ça passe bien. Quand on dit bêtise à dia, c'est débat et anti à bouger. C'est l'argent et puis l'essence. Personnellement, je ne m'affole pas avant. C'est de vérifier l'information si c'est vrai. Je me dis que si la Sarah, par exemple, bloque, il y a un moment, il y aura plus d'essence. Donc même si on fait le plein, ça ne sert à rien. Je ne sais pas demain si à la grève ou quoi. Finalement, on tombe dans les pièges. Et ces rushs imprévus ont un impact sur les stations-service. D'abord logistique, puisqu'en parfois un jour, les gérants vident l'équivalent d'une semaine de stock. Mais surtout économique, car durant les mouvements de panique, les stations ne peuvent pas effectuer tous leurs services, boutiques ou restauration. Elles doivent se concentrer uniquement sur l'activité carburant, moins rentable. Je crois que la marge la moins importante parmi les articles de la station, c'est l'essence. Donc quand la station ne vend que de l'essence, déjà pas intéressant. Et au pire, quand il n'y a pas d'essence, donc la clientèle ne vient même pas en boutique, c'est encore pire, quoi. Le client n'a pas accès à la boutique, il y a trop de queues. Et puis en fait, les gens ne pensent pas à bouffer à cette période-là, ni à boire. Hein. Alors, à qui profite la rumeur? Certainement pas aux automobilistes, qui y laissent leur nerf en plus de leur argent. Journée internationale des droits des femmes dimanche et dès lundi, semaine nationale de l'entrepreneuriat au féminin. Jusqu'à vendredi, les femmes chefs d'entreprise iront à la rencontre des collégiens et lycéens pour susciter des vocations. Une opération mise en place par le ministère des droits des femmes qui vise à déconstruire les clichés. À la fin de cette 3e édition, le rectorat signera un partenariat avec l'association Martinique Pionnière. Mais avant, c'est devant une 60aine d'élèves du lycée Acajou 2 qu'elle a débuté ce matin. Écoutez ces quelques réactions recueilles par Volana Razafi Manansoa et Hélène Renaud. Il s'agit pour nous d'améliorer les échanges entre l'école et l'entreprise. Et l'entreprise au féminin, plus particulièrement. Donc, les actions que nous allons mettre en œuvre vont toucher à la fois la formation des jeunes, à la fois l'orientation. On va mieux accueillir les jeunes dans les entreprises. On va faire en sorte effectivement qu'il y ait des actions concrètes, des séminaires, des échanges, des documents qui seront mis à disposition à la fois des entrepreneurs, mais aussi à la fois des élèves. La semaine de l'entrepreneuriat féminin nous donne la possibilité justement de parler de souvent de ce plafond de verre que nous rencontrons chez les jeunes femmes qui n'osent pas alors qu'on sait qu'elles sont généralement plus diplômées que les garçons. Dès à présent, nous pouvons dire à ces jeunes femmes, non seulement vous allez faire des études, mais en plus, vous allez pouvoir occuper dans votre vie professionnelle des postes à responsabilité. Vous allez pouvoir créer vos entreprises et vous avez l'envergure pour faire tout cela.
Et puisque nous parlons d'entreprise, intéressons-nous à un secteur qui en est très très proche, la formation professionnelle. Depuis janvier dernier, les démarches pour y avoir accès ont été simplifiées. Pour préparer son dossier, plus question d'aller à Pôle emploi puis à la région avec des délais interminables. Aujourd'hui, le conseiller Pôle emploi gère tout de A à Z. C'est le dossier de Pays Jeudi ce soir à 20h avec Sabrina Doré. Extrait. J'essaye de voir si avec ma société nouvellement créée, je peux au moins assurer le billet d'avion. Et c'est vrai que le montant de la formation ne me permet pas d'assurer et la formation et l'hébergement. La formation commence en avril, donc vous l'envoyez tout de suite. Ça vous donne le temps de le récupérer, de nous le ramener. Tant que nous n'avons pas validé la formation, vous n'êtes pas sûr que ça soit pris en charge. Donc il faut vraiment absolument nous le ramener. Premier entretien pour Sylvie avec sa conseillère Pôle emploi. Elle vient de créer son institut de bien-être et doit décrocher un certificat de stage d'hygiène et de salubrité pour pouvoir continuer à travailler. Pour cela, il lui faut partir à Paris. Grâce au nouveau dispositif qui a été lancé au mois de janvier, cet entretien fait office de dossier. Plus besoin d'aller à la région pour faire une demande de financement. Désormais, c'est Pôle emploi qui gère toute la procédure. Voilà, et tous les détails, ce sera donc à 20h avec Sabrina Doré dans Pays Jeudi. On continue avec un mot, voyoucratie. C'est le terme utilisé par le syndicat SGP Police pour dénoncer le comportement de certains gradés de la police aux frontières. Dans un communiqué, le syndicat s'insurge contre le sort de 4 policiers en poste sur le port, victimes de harcèlement et changés de service de manière arbitraire. On en parle avec notre invité Claude Coppel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, c'est long, des policiers qui envoient des communiqués et qui montent au créneau. L'heure doit être vraiment grave. Qu'est-ce qui se passe sur le port de Fort-de-France? Oui, justement. Donc, si nous avons pris la décision d'envoyer un communiqué, c'est qu'effectivement, la situation est grave. Et il faut quand même savoir que ce communiqué a été rédigé à l'issue de pas mal d'audiences que nous avons eues avec les responsables de cette situation à la PAF, et aussi avec une audience que nous avons eue avec les représentants de la préfecture. Et comme nous avons reçu une fait de non-recevoir par rapport à la situation des fonctionnaires sur la PAF, je dois dire quand même que nous avons des fonctionnaires à la PAF qui sont en souffrance. Et lorsque l'on sait qu'il y a quand même pas mal de fonctionnaires de police qui ont été victimes, qui se sont suicidés à cause justement de la pression professionnelle, à cause du management. Plus d'une cinquantaine en 2014. Plus d'une cinquantaine en 2014. Et nous, on tire la sonnette d'alarme. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut mettre un terme à cette situation à la PAF et que les principaux intéressés doivent justement revenir dans les rangs et que l'administration doit prendre ses responsabilités et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors vous savez que depuis quelques années, il y a eu 10 rapports qui ont été faits par les fonctionnaires de police pour dénoncer un certain nombre de comportements de leur hiérarchie directe. Des rapports qui mettaient en cause justement le management de ces responsables. Et ne voilà-t-il pas que le 2 février exactement, donc suite à ces rapports qui n'ont pas eu de retour de la part de la direction, ces fonctionnaires se sont vus écartés directement, sans préavis, du port pour être affectés à l'aéroport du jour au lendemain. C'est une sanction? C'est une sanction, parce que nous sommes régis par des textes, par un code de déontologie, qui dit qu'il faut premièrement que le fonctionnaire rende compte de tout dysfonctionnement dont il a connaissance, mais aussi que toute mutation de fonctionnaire doit être accompagnée d'une raison valable, soit à sa demande, ou alors éventuellement suite à un changement de service dû à une restructuration de service. Sans quoi c'est une punition? Voilà. Sinon, c'est une sanction. Et s'il y a sanction, il y a passage conseil de discipline. Enfin, toute une procédure qui est mise en place. Et on se rend compte qu'aucune de ces procédures n'a été respectée par la direction de la PAF. Vous parliez dans ce communiqué de burn-out. Aujourd'hui, quel est l'état psychologique, l'état de santé en tout cas, de ces fonctionnaires concernés? Oui, alors je ne vais pas dévoiler l'état de santé parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement privé, mais là, ils vont très mal. Ce sont des fonctionnaires qui vont très mal. Et je peux vous dire, j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis également secrétaire du CHSCT, du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail de la police nationale. Et j'ai eu à rencontrer certains de ces fonctionnaires. Et là, nous sommes à la limite de l'irréparable. Et c'est pour éviter justement que l'irréparable ne se commette que nous avons alerté les autorités, nous avons alerté la préfecture. Et nous demandons à ce que ces fonctionnaires soient réintégrés immédiatement à leur poste.
Maintenant, s'il faut faire une procédure pour pouvoir refaire le service, qu'on le fasse dans les règles. C'est assez particulier quand même, parce que quand nous avons, nous, public lambda, un problème de harcèlement, de discrimination, de menaces, d'atteinte physique, tout ce que vous citez dans ce communiqué, c'est nous qui allons auprès des policiers. Mais quand la victime est un policier, c'est d'autant plus inquiétant finalement. Oui, c'est vrai qu'on demande toujours à un fonctionnaire de police, et particulièrement les fonctionnaires du corps des CEA, du corps d'encadrement d'application, d'être des surhommes. Mais nous ne sommes pas des surhommes. Nous sommes des hommes, nous avons des problèmes professionnels, des problèmes privés. Mais là, il se trouve que dans cette situation, en l'occurrence, ce sont des problèmes qui sont dus à un défaut de management. Alors, un management, à la limite, je dirais, un petit peu aléatoire. Et c'est pour cette raison que nous tirons la sonnette d'alarme. Parce que les policiers... je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une affaire extrêmement épineuse et il faut faire très attention aux propos que l'on va avancer. Je ne veux pas mettre, à défaut certains policiers, mais il y a une souffrance telle au sein de ce service du port que si vraiment il n'y a pas une réaction, mais alors immédiate de la part du directeur de la PAF, on va se retrouver avec un gros problème à gérer. Et nous ne voulons pas que ça se produise. Et c'est pour cette raison que le policier, il a tous les problèmes que tout le monde rencontre, certes. Mais dans cette situation, ce sont des problèmes qui étaient occasionnés par un management qui n'est pas en adéquation avec le boulot de policier. La suite, c'est quoi ? La suite, comme je vous disais, c'est un préalable. Il faut absolument que ces fonctionnaires soient rétablis dans leurs fonctions, qu'ils retrouvent leur service. Et ensuite... puisque les personnes concernées n'ont pas voulu faire le nécessaire pour rectifier le tir, nous demandons à ce que le directeur de la PAF, ainsi que ses deux adjoints, parce qu'il y a eu quand même une espèce de copinage, une espèce de cabale qui a été menée contre ces fonctionnaires de police. C'est très grave. Ce sont des mots qui sont très graves et je les pèse parce que je ne dis pas tout, mais s'il fallait tout déballer, nous laissons la primeur au ministre de l'Intérieur, au DGPN, aussi que directeur central de la PAF, de manière à pouvoir prendre les décisions qui se posent et à développer. Alors le préalable, c'est que les fonctionnaires, que ça cesse, que ce harcèlement cesse, qu'ils réintègrent leur service, et puis surtout demander en fait que aussi bien le DDPAF que ses adjoints, qu'ils soient mutés, qu'ils soient changés, qu'on ne peut pas continuer à garder des gens qui sont arrivés pour contrôler, pour gérer les fonctions de police et laisser penser qu'ils sont dans la totale impunité et surtout leur faire comprendre que nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes pas en 1800. Merci beaucoup, Claude Coppel, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au François, où le quartier Beauregard est le théâtre de vives tensions entre voisins. Vous le verrez à cause d'une servitude, un petit chemin qui fait débat. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre d'un cordonnier artisanal qui répare un peu et crée beaucoup de jolis souliers. Ça sera tout à l'heure. Mais avant, partons en Guadeloupe, où, comme en Martinique, l'heure est à la campagne sucrière. L'île Sœur démarrera la sienne mercredi, c'est ce qu'ont décidé les usiniers et les producteurs aujourd'hui. Ce matin, à l'appel de leur groupement interprofessionnel, l'Iguacan, ils se sont rassemblés au centre technique de la canne à sucre, aux Abîmes, un conseil d'administration auquel s'est rendue Linda Kayarsi. Mercredi prochain, dès 6h, ouverture des balances de l'usine de Gardel. Décision prise par l'interprofession de la filière canne et qui intervient quelques jours après qu'usiniers et syndicats d'ouvriers soient parvenus à un accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Nous allons pouvoir commencer à recevoir les cannes machines ce mercredi. Et les cannes longues vont être traitées à partir de lundi. Vu sur Marie-Galante, des pics de richesse de l'ordre de 10,50. On espère effectivement que ces richesses à Marie-Galante sont identiques aussi sur la Grande Terre. Une ouverture de campagne dans 3 jours alors que les opérateurs de coupe et les planteurs ne sont pas d'accord sur une revalorisation de salaire. Aujourd'hui, seules les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, sont prêtes à couper la canne. Plus on tarde à commencer cette campagne, plus on perd de l'argent. Il faut savoir que c'est une campagne assez importante. On s'oriente sur 100 jours de récolte. Si on ne commence pas tôt, on va finir en août. Et en août, à partir du mois de juin déjà, les richesses baissent sensiblement. Selon l'Iguacan, la récolte 2015, destinée aux distilleries et aux sucreries, est estimée à 618 000 tonnes de canne pour la Guadeloupe dite continentale.
Retour en Martinique avec un hommage vibrant à Serge Jean-Joseph. Sa veillée a lieu en ce moment même au stade de Dillon. L'occasion pour ceux qui l'ont côtoyé, personnalités publiques ou proches, de se remémorer les instants passés à ses côtés, bien sûr, et aussi ses engagements, notamment dans le monde du BTP. Serge Jean-Joseph était chef d'entreprise, mais également président du syndicat des entrepreneurs du bâtiment. Il est décédé vendredi à l'âge de 79 ans. Ses obsèques sont prévues demain. Je vous propose d'écouter la réaction de Claude Pompierre, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que le fils de Serge Jean-Joseph, Simon Jean-Joseph, bien connu également. Ils répondent à Volana Razafi-Manansoa et Hélène Renaud. C'était quelque part mon idole, c'est quelqu'un qui a façonné mon enfance, qui m'a donné de vraies valeurs, je pense, en tout cas qui a essayé à sa manière de me transmettre ce que lui-même avait reçu. Je garde le souvenir d'un homme affable, toujours prêt à faire la plaisanterie, mais toujours d'une bonne tenue. Je crois que c'est un monsieur qui a donné l'exemple à beaucoup de chefs d'entreprise. Il a exercé ses talents dans plusieurs domaines. On passe beaucoup au BTP, mais il a également été un sportif émérite, parce que je crois qu'il a été rugbyman. Voilà la veillée de Serge Jean-Joseph qui a lieu en ce moment même au stade de Dillon. Allez, un peu d'exercice avec bien sûr des sports collectifs. En football, le Golden Lion a accentué son avance sur le club franciscain ce week-end. Du côté des terrains de handball, il y avait comme un parfum de poule des As lors de certaines rencontres. Retour sur ce week-end de sport avec Karil Chassol, Guillaume Bacoul et Michelet François. À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, plusieurs manifestations sportives ont été organisées, à l'image de ce match de football au Gomorne entre des anciennes gloires du football féminin et une sélection d'artistes et de journalistes, ou encore ce tournoi de handball à Fort-de-France, des manifestations qui ont été l'occasion de mettre à l'honneur les femmes. En football féminin, la 12e journée du championnat a été marquée par les victoires logiques du RC Saint-Joseph, de l'US Robert et du Racing. Au classement, les Joséphines sont leaders avec 9 points d'avance sur l'US Robert et le RC Rivière-Pilote. L'émulation est 4e à 11 points du leader. Au masculin, l'enseignement principal à l'issue de la 6e journée du championnat de DH, c'est que le Golden Lion accroît encore son avance sur son principal rival, le club franciscain. Vainqueur 3-0 du CSK Pilote, il profite également du faux pas du club franciscain qui a partagé les points avec le Golden Star. Mauvaise opération également pour le club colonial qui a lui aussi fait match nul, cette fois-ci avec l'US Robert. Bonne opération en revanche pour l'Aiglon qui, au bénéfice de sa victoire face à l'US Marinoise, prend la 4e place. En handball masculin, le choc de la 14e journée du championnat de pré-national est revenu à Sainte-Anne-Cap-110. Il a battu l'ASC Ducos d'1 but. Si le leader, l'Étoile de Gondou, s'est imposé, l'UJ Redoute a lui été défait par l'USC Citron. A noter les victoires du TS franciscain et de l'Éveil de Carabin. Au classement, l'Étoile de Gondou, Sainte-Anne-Cap-110, l'ASC Ducos et l'UJ Redoute trustent les premières places. Chez les femmes, les favoris se sont imposés, victoire aussi de l'USC Citron et de la Gauloise de Trinity. Au classement, le Réveil sportif, l'AS Mondezès, l'USC Citron et l'Arsenal mènent la danse. En volleyball féminin, on jouait la 19e journée du championnat, victoire du Smash Club, de l'Espoir, de l'Éveil, de l'Aiglon et de l'US Riveraine. Au classement, l'Espoir est leader devant le Rayon, l'Éveil, le Smash Club et le Good Luck. Basket pour conclure, la 17e journée du championnat élite a été marquée par la défaite du SC Lamantinois 70-56 dans le choc face au Golden Lion. Victoire en revanche de l'Intrépide, du Golden Star, de l'USAC et des Black Stars. Au classement, l'USAC, le Golden Star, le SC Lamantinois et le Golden Lion sont en tête. Chez les femmes, l'Éclair, le Golden Star, le Golden Lion et les Black Stars se sont imposés. Au classement, les Saléennes sont leaders devant les Trinitéennes, les Spiritaines et les Joséphines. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au François où le quartier Beauregard est agité depuis plusieurs années par un conflit de voisinage. En cause, une servitude, ce petit chemin qui permet aux uns de rentrer chez eux en passant sur le terrain des autres. Un petit chemin dont la propriété est souvent la cause de litiges. Ici, le problème, c'est non seulement l'existence, mais aussi l'entretien de cette route. Son piteux état empêche certains habitants d'accéder à leur maison et tous se renvoient à la responsabilité des travaux. Guy Raphaël René. Ne pouvant plus accéder à sa propriété en voiture, c'est à une centaine de mètres de son entrée que Sonia est obligée de laisser son véhicule. Une situation qui perdure depuis environ 5 ans.
C'est un quartier où il y a des serpents. Et bien là, si vous venez le soir, c'est le noir complet. Vous entrez dans le noir là. En plus, vous allez voir le trou qu'il y a là. Si vous manquez, vous tombez dans un trou dans la falaise qui est de l'autre côté. Selon Sonia, cette servitude qui lui permettait d'aller jusqu'à sa maison a été endommagée par un autre voisin qui refuse de reconnaître sa responsabilité. Résultat, elle est contrainte de circuler à pied là où aucun véhicule ne souhaite braver le danger, au risque de se retrouver sur la maison du voisin considéré comme responsable de la situation. Une position embarrassante pour Sonia, qui veut poursuivre des travaux autour de sa maison. La personne même qui veut travailler, lui, il ne peut pas venir parce qu'il me dit qu'il n'a pas d'entrée. Comment il va faire? Il ne peut pas. Bon, j'ai cette vieille voiture-là que je veux enlever. Je veux bien l'enlever, mais je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire une voiture de casse, venir l'enlever pour moi. Le facteur, lui, il a refusé de monter. Donc le voisin était obligé de me donner une petite place près de chez lui pour pouvoir mettre la boîte aux lettres. Pour le voisin en question, le problème est tout autre. Il ne reconnaît pas la propriété de sa voisine. Nous aller devant nous toute bagaille, c'est mon pas ici. Ma maman une petite propriété en les mains et c'est mon maman tout c'est mon yo ka bonne bila. Alors c'est mon construit quand elle est maman inégalement. Sans si me piéton yo ba yo. Pas droit si pas de chimé. C'est à découper les moi découper yo fait chimé, c'est à découper les moi là c'est me comme là réparer et tirer en deux cailles moyen qui quand en caille là c'est moi cadom. Après avoir alerté la municipalité et les deux assemblées, régionales et départementales, Sonia a confié le problème à son avocat. J'ai déposé et j'attends la réponse de l'avocat pour pouvoir savoir ce qu'il va décider. Un conflit qui trouvera sans aucun doute sa solution au tribunal. Attention, travaux dès demain et jusqu'à jeudi, la pose de réseau entre Carrère et l'aéroport va réduire la circulation à une voie dans le sens Ducos-Fort-de-France. Les travaux auront lieu de 21h à 5h du matin entre l'échangeur de Carrère et la station-service. Surtout, restez prudents et respectez bien la signalisation. Autre chantier, demain et mercredi sur la route de Didier, toujours à Fort-de-France. De 8h à midi et de 14h à 16h, la circulation piétonne et routière sera donc interrompu, le temps d'entretenir des ouvrages de protection contre les chutes de blocs. Là encore, restez prudents. En bref, si vous êtes artisan, commerçant ou agriculteur et que vous voulez participer au marché de Pâques du Lamentin le 1er avril prochain, eh bien, il est déjà temps de retirer vos dossiers de candidature. Ils sont disponibles au service développement économique de proximité à l'ex-hôtel de ville, rue Victor Schellcher. Vous avez jusqu'au jeudi 12 mars à midi pour vous déposer votre candidature. Voyez le numéro s'afficher 05 96 66 68 36. Enfin, notre œil quotidien sur le don du sang. Le camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial Place d'Armes demain de 9h à 14h. Et puis jusqu'à 16h, vous pouvez vous rendre à la maison du don à la Ménard à Fort-de-France. Voilà pour les infos pratiques. On termine maintenant avec une rencontre qui va ravir les femmes comme les hommes. Au François, Hubert Bornil s'est intéressé à un cordonnier. Depuis 1986, il répare les chaussures et il crée des modèles d'une fabrication artisanale et locale, bien loin des souliers qu'on a tous aux pieds finalement. J'ai attrapé la vieille paire de bottes et là, je m'exerce à la cirer. Mais finalement, je vais la confier, je crois, à un cordonnier pour qu'il me la retape un peu. Ce cordonnier, il se trouve au François, il s'appelle Michel Marville. C'est un bonhomme plein de passion pour son métier, regardez. À la bonne chaussure, c'est le nom que l'on pourrait donner à cette cordonnerie. Michel Marville mène tranquillement sa petite affaire depuis déjà 29 ans. L'homme révèle qu'il a choisi ce métier par amour de l'artisanat et c'est l'odeur du cuir qui a dû faire le reste. J'apprécie énormément le côté artisanal et dans l'artisanat, j'ai choisi de travailler plus précisément le cuir en fait. Parce que le cuir, c'est une matière noble. Il confectionne ainsi des chaussures, les répare, mais son activité ne s'arrête pas là. Le cordonnier contemporain réalise aussi ceintures, cartables et autres porte-cartes. Il suffit de déposer la quantité de billets que vous avez en main dans cet article et vous n'avez qu'à faire un simple mouvement et vous allez ranger vos billets. Et quand il faut faire un achat, vous sortez un billet. Si vous voulez ranger à nouveau ce billet... Moi, j'ai pas d'achat à faire, ça va aller. Voilà. Michel Marville fait partie de cette nouvelle génération de cordonniers, celle qui recherche la rentabilité et a donc forcément recours aux machines.
Ça n'a rien à voir avec le métier de cordonnier que faisaient nos grands-parents. Et actuellement, nous avons plus de machines, nous avons plus de possibilités pour pouvoir évoluer dans ce métier. C'est plus de rentabilité? Et c'est vrai, c'est beaucoup plus de rentabilité. Comme vous le constatez, ce sont des articles que nous faisons d'une manière plus rapide. Le fait de disposer de machines n'enlève rien au talent de l'artisan et sa clientèle lui reste fidèle. Et voilà le travail donc. Ça, c'est une création originale de l'homme qui s'appelle Marville. Voilà, c'est parti pour un tour. Ah, moi bien marré là. Ah ben finalement, il avait des achats à faire. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.